96. Sixièmement, les rois ci-dessus mentionnés, les empereurs, étaient des personnages d'ouverture, mais cependant bien campés sur leur position. La mise en perspective qui a présidé à la réalisation de l'exposition au Louvre a donc été apportée sur ces deux grands empereurs chinois, Kangxi et Qianlong, et pratiquement je n'en nommerai pas d'autres. Ils affichent leur présence déjà sur les remparts de la forteresse du Louvre, dont on peut voir des vestiges dans le sous-sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ils apparaissent de manière quand même saisissante, parce que selon le procédé de la peinture chinoise, des brumes dévoilent progressivement le paysage. Et on se demande si l'effet recherché par Jean-Paul Desroches n'était pas simplement l'effet recherché d'apparition et de disparition, parce qu'il passait de l'ombre et à la lumière, n'avait pas pour but d'accentuer leur omniprésence. Alors, qui sont les invités du Louvre, c'est-à-dire les personnages qui sont principaux représentés au Louvre? Ce sont bien sûr Kangxi et Qianlong. Et je vais vous présenter non seulement ces deux empereurs, et un peu ceux qui tournent quand même autour d'eux. Kangxi fut l'empereur qui régna le plus longtemps sur la Chine, 61 ans. Despote éclairé, il rendit à la Chine toute sa prospérité, aussi bien sur le plan économique que culturel. Troisième empereur de la dynastie Manchou des Qing, il est manchou, comme Kangxi. Et comme ses deux prédécesseurs, il s'attacha à rendre légitime la dynastie Manchou qui avait conquis la Chine en l'envahissant par la force des armes. Ses ancêtres, des Tungus, vivant au nord de la Chine, étaient avant tout des guerriers. Sans renier ses racines, il devint un parfait lettré chinois, le voici, comme on peut le voir projeté en grand sur le mur des remparts de l'ancien livre. C'est lui qui est à l'origine d'un dictionnaire qui fait autorité jusqu'à nos jours, le Confucien, on l'appelle comme ça entre nous. Ayant besoin d'asseoir son pouvoir, il s'intéresse à la tradition et se pose en défenseur de la culture chinoise. Alors ça, c'est l'image que vous venez de voir mais ça c'est une image populaire, mais voilà l'idée qu'on se faisait de Kangxi, c'est-à-dire un fin lettré. Et voici Qianlong, son successeur, après un intermède de 15 ans, Qianlong aussi qui est considéré comme un fin lettré. L'image précédente était aussi une image certainement récente, qui n'est pas exposée au Louvre. Qianlong, voici une qui est exposée au Louvre. Qianlong qui est en réalité le petit-fils de Kangxi, son père Yongzheng régnera entre-temps 14 ans, arrive sur le trône en 1736. Il y régnera 60 ans et aurait pu régner beaucoup plus longtemps, jusqu'à 90 ou 15 ans, parce qu'il a vécu très longtemps, mais n'a pas voulu concurrencer par esprit confucéen de piété filiale son grand-père, donc Kangxi, qui lui a régné 60 ans. Son règne fut plus abouti que celui de son prédécesseur. C'est un guerrier et un homme politique inflexible. Alors à propos donc, cela peut vous étonner que ce soit l'œuvre d'un peintre chinois dans les ateliers de l'empereur. Parce que la facture est légèrement occidentale, et je vous dirai par la suite que Castiglione, un peintre italien, mais un jésuite avant tout, mais qui a été reçu à la cour les bras ouverts parce que c'est un excellent peintre, avait formé des élèves chinois. Et voilà le résultat. Les frontières sont donc, à l'époque de Qianlong, les frontières sont repoussées et la Chine atteint en gros sa superficie actuelle. Beaucoup de pays tout alentour sont des pays tributaires comme la Corée, la Birmanie ou le Siam. La Chine a une population la plus forte du monde, donc au XVIIIe siècle, avec 300 millions d'habitants. Qianlong est ouvert et s'intéresse à l'Occident, mais considère que les rois occidentaux lui sont largement inférieurs. Il accepte les cadeaux, mais n'en donne pas en retour. Il est vrai qu'en chinois, en langue chinoise, on tutoie assez facilement,
Et Tianlong ne se gêne pas pour utiliser ce mode d'expression pour s'adresser au roi George III d'Angleterre. Il lui dit, il lui écrit, « On n'a pas besoin de tes produits. » Et il ajoute, « Ce n'est pas la peine que tu envoies des émissaires si tu refuses d'être mon vassal. » Donc l'échec de la mission McCartney, de l'ambassadeur McCartney en Chine, a échoué à plusieurs reprises. En revanche, la curiosité et son esprit d'ouverture, je parle de Tianlong, le poussent à s'intéresser aux découvertes scientifiques des Occidentaux. Il entretient des relations privilégiées suivies avec un jésuite qui a su s'introduire à la cour grâce à ses talents de peintre, Castiglione, Giuseppe Castiglione, en italien, qui dira de lui, c'est un prince élégant, mince, ses yeux sont vifs, son regard est perçant. Un autre jésuite, le père Ventavon, appelé en 1769 en tant qu'horloger, dira de lui qu'il est capable de tout comprendre. En un mot, c'est un empereur doué et un amateur d'art. Il calligraphie. Alors, ce que je vais vous montrer est exposé au Louvre. Alors, voici encore une représentation de Tianlong chassant, parce qu'il n'oublie pas ses origines de Mandchou dans les steppes d'Asie orientale. Le voici à 70 ans, là. Alors, voici sa calligraphie, qui est très connue, parce qu'il est partout il allait le calligraphier. Et donc, c'est une calligraphie vigoureuse, et on sent qu'elle est vigoureuse, on sent qu'il a du caractère. Mais c'est aussi un peintre, un poète. Alors, voici, donc, peintre. Voici ce qu'il est capable de peindre, des choses très fines. Alors, il a reproduit un tableau qui date du Xe siècle. Il a reproduit des poussins. Pourquoi des poussins? Parce que les poussins ont besoin de leur mère, comme le peuple a besoin de leur mère, bien sûr, comme le peuple a besoin de l'empereur pour veiller, pour veiller sur lui, pour le protéger, etc. Il a peint des choses quand même assez délicates. Si un jésuite savait bien peindre, aussitôt il l'encourageait. Il se rendait tous les jours dans les ateliers de peinture de la cité interdite, mais il terrorisait les peintres qui étaient mal payés, mais qui estimaient que voir l'empereur c'était déjà une récompense. Et il engage 1500 copistes pour compiler. Il s'intéresse aussi au passé littéraire de la Chine, j'avais sauté une ligne, et il engage 15 000 copistes pour compiler toutes les œuvres littéraires écrites jusqu'alors. Donc cet ouvrage, qui a été donc compilé au XVIIIe siècle, est très précieux. Les sinologues ne s'en passent pas. Kanfi comme Tianlong sont de très grands travailleurs. Levé à 5 heures du matin, Tianlong se déplace beaucoup en Chine et va ainsi à l'encontre de la tradition qui voulait qu'un empereur vive reclus dans son palais, réfléchissant à son règne. Sans jamais sortir de la cité. Lui, il sort. Il ne se soucie pas, par exemple, des habitudes des empereurs de la dynastie Han, autour de l'ère chrétienne, qui devaient se boucher les yeux, le nez, les oreilles, pour ne pas troubler leur réflexion et leur communion avec l'univers. L'empereur devait penser intérieurement son empire. Ça n'a pas été le cas de Tianlong, qui a beaucoup voyagé en Chine. Alors, revenons maintenant. Alors, il y a eu quand même d'autres personnages représentés sur les remparts, comme Yongjang, qui n'a pas régné longtemps et qui se trouve être le fils de Kangxi et le père de Tianlong. Et puis, alors, ça c'est un peu plus pour... alors ça c'est Yongjang, le père de Tianlong, habillé à l'occidental. Et c'est pas fait par un jésuite, c'est fait par un artiste chinois qui travaillait dans le... Donc vous avez vu juste à l'instant une impératrice, c'est l'impératrice c'est la deuxième femme de
de celui qui a succédé à Tianlong. Et elle est représentée en grand sur les remparts. Alors une autre impératrice, parce qu'on ne peut pas parler de cette époque sans l'évoquer, c'est Cixi, comme vous le savez, donc qui avait un caractère impitoyable et qui est devenue impératrice douairière en 1861 à la mort de son mari, de son mari d'empereur, parce qu'elle avait un enfant, parce que l'enfant était trop petit, il avait 5 ou 6 ans à ce moment-là. Donc elle en a profité pour ensuite mettre sur le trône des membres de sa famille. Et quand les propres membres de sa famille ne lui plaisaient pas, ou allaient à l'encontre de ses idées, n'hésitez pas à les empoisonner. Donc voici ensuite Wang Xi qui a habité bien sûr dans la cité, et c'est lui qui a été empoisonné par Cixi, donc c'était un neveu, et parce qu'il voulait réformer la Chine, il était grand temps, nous étions à la fin du 19e siècle, et la Chine était en pleine décadence, hein. Donc il s'est fait empoisonner, et comme vous connaissez le reste de l'histoire, Cixi est morte en 1908, Gongxu est mort le lendemain, et elle avait déjà décidé depuis un certain temps de nommer comme empereur, comme successeur, un enfant de 3 ans qui est Puyi, le voici à droite, et c'est le dernier empereur. Donc il a abdiqué en 1912, mais il est resté dans les murs de la cité interdite jusqu'en 1924. Alors, première impression sur la cité, on y arrive. Nous allons maintenant visiter les lieux, c'est-à-dire que je vais vous mettre en situation tous les personnages qui ont vécu dans la cité interdite, ainsi que les objets significatifs pour eux et qui ont été prêtés par la cité interdite au Louvre. Ils sont au nombre de 130. Alors, on va donc, avant de pénétrer dans la cité interdite, voici le plan, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Alors, c'est un peu compliqué parce que la cité interdite commence là. Vous voyez, où j'ai mis la flèche. Alors avant, il y a des portes d'accès. Cette cité, c'est 72 hectares, 960 mètres, oui, c'est ça, superficie de 72 hectares, 960 mètres de long et 750 mètres de large. Alors, première, donc voici une vue, je crois que c'est une photo, ça. C'est un peu excessif comme couleur, mais il me semble. Et voici un dessin. Voici un dessin, un plan de la cité interdite. Voilà. Alors, bon, la partie principale, je vous le dis tout de suite, c'est là où il y a le numéro 6. C'est le centre. Pourtant, c'est un petit palais par rapport aux autres, mais c'est le centre. Il est sous l'étoile polaire. Alors, je vais vous en parler plus tard. Alors, première impression, eh bien, la cité impressionne. Ces paroles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent aux jésuites attirés qui, en 1743, pu pénétrer dans la cité interdite. Tous les écrivains et voyageurs cités tout au début de cet exposé ont donné leur impression en laissant transparaître une certaine fascination. Certains ont parlé, et comme c'est le cas de Victor Ségalen, de la présence obsédante de la cité interdite, et je crois bien qu'il n'a jamais pu pénétrer, mais il la voyait quand même de loin. Mais toutes ces interprétations méritent analyse. La cité interdite est une construction de l'esprit, avant toute chose. En réalité, l'aspect majestueux de l'architecture et l'horizontalité des lignes sont destinés à faire ressortir le caractère transcendantal du pouvoir impérial, d'évoquer aussi les principes confucéens de rectitude, de droiture, d'esprit de justice, de notion de respect et d'humanisme dont doit faire preuve l'empereur, bien sûr, pour que ses sujets vivent aussi en harmonie au sein de la société. On peut dire que la beauté et la majesté, on peut parler de majesté en ce qui concerne la cité interdite, exprimées par tous ces voyageurs, sont venus de surcroît, c'est en plus.
Plus qu'un palais, donc la cité interdite est une construction de l'esprit. C'est ce côté-là qui a le plus impressionné Victor Segalen, au-delà des dorures et de l'éblouissement des tuiles vernissées. Elle a été conçue pour offrir un compromis entre une simplicité noble et harmonieuse et une impression de puissance. Alors je vous montre le tracé du plan exactement. Les longs tracés à angle droit qui délimitent la cité correspondent à des quartiers et reflètent certes l'esprit pragmatique des Chinois, comme l'a souligné Chateaubriand, mais en même temps un souci d'équilibre, de symétrie et d'harmonie auquel les Chinois sont très attachés. Les entrepôts, magasins, casernes, écuries, infirmeries, on parle même d'hôpitaux, se répartissent harmonieusement dans des espaces délimités par des cours ou des murs. On peut s'interroger cependant sur l'importance que les Chinois accordent au cloisonnement, aux portes, aux corridors, aux ponts, aux cours extérieurs et intérieurs, et d'une manière générale à l'effet gigogne de l'agencement de l'espace. Ceux-ci sont nettement délimités ou même ceints de murs, mais communiquent toujours sans pour autant être calqués sur le principe du labyrinthe. On s'y perd, mais on s'y retrouve quand même. Tout simplement pour rappeler, selon le principe confucéen, que le franchissement des espaces est lié à une autorisation selon son rang et sa condition. Ce principe, qui est bien souligné dans l'architecture même de la cité, se répercute comme des ondes concentriques. Enfin, je ne devrais pas employer le mot concentrique, vous comprendrez pourquoi. Au-delà de la cité interdite. Celle-ci est elle-même située au sein de la ville impériale. Alors, la cité interdite est en rouge, la ville impériale est ceinte de murs que j'ai fait jaune. Alors, la ville impériale est réservée aux membres du gouvernement et aux fonctionnaires. La fameuse porte de la paix céleste, Tiananmen, connue dans le monde entier, fait partie en réalité de la ville impériale et non pas de la cité. Elle lui donne accès et c'est tout. Quant à la ville impériale elle-même, elle est incluse dans un carré aux dimensions plus larges et ceint de murs, aujourd'hui disparus. Donc c'est le liseré noir, vous voyez. Un siècle après l'arrivée de la dynastie des Ming au XVe siècle, sur la partie méridionale de ce carré, s'adjoint un rectangle lui aussi ceint de murs, où se bousculent les commerçants et les artisans, le peuple, pour ainsi dire. Sous les Mandchous, l'ensemble carré du haut sera la ville tartare, sera appelée ville tartare, et le rectangle du bas sera appelé ville chinoise. Alors, en pointillé, ce sont les vestiges de la capitale mongole, enfin chinoise, que visita Marco Polo, la cambalite de Marco Polo. Alors, les murs ont été détruits, tout a disparu. Pour rebondir sur mes propos précédents, les différentes parties de Pékin et les différents secteurs de la cité interdite s'emboîtent les uns dans les autres parce que l'esprit chinois, marqué par le confucianisme, ne voit pas les choses autrement que hiérarchisées, parce que aussi l'esprit chinois, marqué par le taoïsme et par de très anciennes considérations, ne voit pas autrement les choses que dans la complémentarité et l'interdépendance. Le principe très ancien du feng shui, ou de l'ordonnancement de l'espace, y est appliqué. Depuis la nuit des temps, il est établi en Chine que l'univers est le résultat d'une interaction entre le pôle négatif yang, un pôle négatif yang, yin, et un pôle positif yang, qui s'envoient des ondes respectives et s'entrecroisent. Ainsi, la Terre est considérée comme négative, le ciel est considéré comme positif, l'eau comme négative, le feu comme positif, le nord comme négatif, le sud comme positif. Cette vue de l'esprit s'observe même dans la manière dont on a baptisé les palais, dans la partie privée de la cité interdite. Là, je vous montre la partie la plus lointaine quand on pénètre, c'est la partie privée. On note la présence de deux palais. L'un portant sur le nom de pureté céleste, c'est le 10,
et l'autre qui est situé plus vers le sud, et l'autre portant le nom de tranquillité terrestre, situé plus en arrière vers le nord. Loin de rester chacun campé dans leur espace, ils émettent des ondes qui se rejoignent à mi-parcours selon un axe central et dont le point de jonction est concrétisé par la présence d'un troisième palais baptisé Palais de l'Union. Et c'est là où les empereurs et impératrices passaient leur nuit de noces. Si les différents secteurs n'alternent pas au petit, les différents secteurs dans la cité interdite, ils n'alternent pas au petit bonheur la chance. Ils se font écho. Cela est valable pour les cuisines. Il y en a à l'est, il y en a à l'ouest. Cela est valable pour les demeures de la famille impériale, à l'est et à l'ouest. Il y a un gynécée à l'est d'un axe qui traverse toute la cité, et un gynécée à l'ouest. Alors, tout à l'intérieur de la cité doit être antinomique et complémentaire. Ainsi, la partie méridionale de la cité interdite, celle qu'on visite en premier, est connotée positive et le domaine de l'empereur, qui exerce son pouvoir. La partie nord, plus au nord, connotée négative, est le domaine de la famille impériale et du gynécée. Alors, en plus, dans la partie méridionale liée à l'enseignement, à l'ensoleillement, connoté positif, coule une rivière, on la verra tout à l'heure, connotée négative, destinée à donner une impression de fraîcheur en été. Le nord de la cité, connoté négatif, est neutralisé par la présence d'une colline qui arrête les vents. L'axe central sud-nord, je dis sud-nord exprès, non pas nord-sud, selon l'habitude chinoise, voulu par l'architecte dont j'ai oublié le nom, mais qui était un prisonnier de guerre vietnamien et de ce fait ayant subi la torture de la castration, sert de point de ralliement de toutes ces ondes. Alors voici, je suis un peu trop tôt. Je suis même un peu trop tôt. Alors, de toutes ces ondes. Et strictement à mi-parcours de la cité interdite, je vous montrerai tout à l'heure, à mi-parcours de cet axe central, se situe le saint des saints de la cité interdite, le palais de l'harmonie parfaite, faisant lui-même écho à l'étoile polaire qui est au centre du cosmos, tout comme la cité interdite est au centre de l'univers. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le caractère centre figure dans l'appellation chinoise de ce palais, Zhonghe-Dian. Mais je n'en ai pas fini avec la symbolique, et maintenant je vais la traiter au fur et à mesure, parce que nous allons visiter les lieux. Quand même, enfin. Donc oui, je viens de vous parler de ce palais qui est au centre de l'axe. Donc voici les caractères chinois. Visualisez bien le caractère du haut qui est donc au milieu. Et Re qui veut dire harmonie, et Dian qui veut dire palais, mais qui veut dire aussi salle. Alors voici, on y arrive. Mais ce monument, c'est donc la porte de la paix céleste, c'est pas partie de la cité interdite, c'est partie de la cité intérieure. Mais il faut franchir cette porte. Donc on la franchit par le milieu, on se prend pour des empereurs et on franchit cette porte par le milieu. Autrefois, il n'y avait que l'empereur et l'impératrice le jour de son mariage qui pouvaient franchir cette porte. Alors donc, la porte de la paix céleste date du début de la dynastie des Ming, mais elle a été détériorée, reconstruite, restaurée. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été encore restaurée. N'oubliez pas que c'est sur les gradins, là, que vous voyez, au pied des colonnes, ont été prononcés les discours les plus importants de Chine. Par exemple, l'abdication de l'empereur en 1912, la proclamation de la République en 1912 aussi, et aussi en 1949, la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Zedong. Mais les billets, donc on entre dans la cité interdite, là, par la porte Tiananmen. Les billets ne s'achètent pas là, je vous le dis tout de suite.
traverser des cours et des cours, gratuitement. On pénètre là, il y a encore une porte entre-temps. Hein. Alors cette porte, pourquoi cette photo un petit peu comme ça, pas très colorée? Parce que les photos actuelles prises par nous autres, les touristes, sont remplies de monde. J'ai choisi cette photo. C'est l'entrée véritable de la cité interdite. On peut considérer que c'est un monument presque militaire. Hein. Donc c'est la porte du Méridien, c'est la porte la plus haute de la cité interdite. L'empereur y proclamait le calendrier lunaire et en cas de victoire, présidait les cérémonies militaires. De cette porte, l'empereur proclamait les édits aussi, mais faisait flageller les prisonniers de guerre et les mécréants. Elle fut édifiée dès 1420. Voici une image qui rend bien l'atmosphère des manifestations qui avaient lieu à l'époque des empereurs. Alors, une fois qu'on a franchi cette porte, voici le billet, donc vous pouvez vous acheter un billet, donc c'est juste à la porte du Méridien. La porte qu'on vient de voir, c'est la porte du Méridien. Et les monuments qui s'enchaînent, je vais vous en parler. Le petit qui est au milieu, c'est le plus important de la cité interdite, c'est celui qui est placé, soi-disant, sous l'étoile polaire. Et donc, c'est de là que l'empereur, enfin, non pas gouverne, mais il pense son règne en cet endroit. Alors, le spectacle qui s'offre à nous quand on a franchi la porte, donc voici. Voilà, alors c'est encore une pas très belle photo, mais il n'y a personne, il n'y a pas de touriste, c'est déjà ça. On tombe sur une autre porte, c'est la porte de l'harmonie suprême. Ce n'est pas un palier, c'est une porte. C'est un hall, si vous voulez. Et donc la cour est très vaste et très grande. Sur le côté, il y a des galeries. Et le spectacle qui s'offre à nous est éblouissant parce que le marbre blanc des balustrades, surtout s'il fait beau ce jour-là, scintille. Et les tuiles, sous l'effet du soleil, sont jaunes, couleur de l'empereur. Elles sont vernissées et elles brillent, elles scintillent aussi. Donc, voici d'autres photos. Comme vous pouvez le constater, il y a la rivière dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle est connotée négative, c'est de l'eau, mais elle est dans la partie connotée positive de la cité interdite, c'est-à-dire la partie la plus proche du sud. Connotée positive, c'est la partie impériale, non pas de la famille impériale, mais de l'empereur. Alors, cette rivière, aux eaux d'or, est enjambée par 5 pots en marbre blanc. Et de nouveau, on va basculer dans la symbolique. Le chiffre 5 correspond en effet aux 5 éléments de la cosmogonie chinoise. L'eau, le feu, le bois, le métal, la terre, qui sont aussi connotés positifs ou négatifs. C'est grâce au chiffre 5, illustré par les 5 éléments, que le cosmos est tenu en équilibre. Ce décompte se répercute dans tous les autres classements concernant l'univers, que ce soit celui des couleurs, des saisons, des orients. Alors vous allez me dire, il n'y a que 4 orients, mais les Chinois considèrent qu'il y en a un 5e, le centre. Et ainsi de suite. Les saveurs, et ainsi de suite. Les parties du corps, ça va très loin comme ça. Donc 5 points, ce n'est pas pour rien. Seul l'empereur passe sur le pont médian, celui qui est au milieu. Une fois franchi cette porte, on est face. Donc, on va maintenant franchir cette porte qui est au fond, qui s'appelle porte de l'harmonie suprême. Non, on ne l'a pas encore franchie. C'est une vue aérienne de la rivière. À gauche, c'est la porte du Méridien. À droite, c'est la porte de l'harmonie suprême. Voici encore la rivière et son marbre étincelant qui n'est pas de la région de Pékin, qu'on a apporté, qui vient d'assez loin d'ailleurs. Ah oui, alors ça c'est une représentation qui est exposée au Louvre, qui était exposée au Louvre. Alors, donc c'est intéressant parce qu'au premier plan, ce sont tous les ambassadeurs qui se pressent pour être reçus par l'empereur.
Et dans la légende concernant cette estampe, on dit qu'il y a des Anglais et des Français. Alors moi, je ne les vois pas. Alors, alors évidemment, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, mais j'espère que vous voyez tout au fond le petit palais de l'harmonie parfaite, le palais emblématique de la cité interdite, il est tout au fond. Ah, c'est encore la porte, excusez-moi. Ah, on y arrive. Donc ça, c'est vraiment le palais de l'harmonie suprême. Il est précédé de terrasses, de 3 terrasses en marbre blanc. C'est là où se déroulent les cérémonies des grandes occasions, comme l'anniversaire de l'empereur, et où on révélait la liste des candidats reçus aux examens impériaux. Les cérémonies du solstice d'hiver, on célébrait les cérémonies du solstice d'hiver, et on nommait les généraux la veille des campagnes militaires. Le toit est soutenu par 24 colonnes, qui sont travaillées comme le cuir de Cordoue, et qui représentent, pas toutes remarquées, et qui représentent des dragons. 52 mètres de long, 30 mètres de large. Alors, on ne le voit pas bien ici, mais il y a 9 travées. Ce chiffre 9 n'est pas par hasard non plus. 9, c'est 3, c'est-à-dire au carré. 3, c'est la combinaison, l'union du yin et du yang. Yin 1, yang 2, 1 et 2, donc 1, 3. Donc 3 au carré, ça fait 9. Et c'est aussi parce que c'est le chiffre impair le plus haut, c'est le nom de nombre impair le plus haut à un seul chiffre. Il est impair, hein, il y a un seul signe, si vous voulez. Voilà. Alors les Chinois vont accorder une valeur symbolique. Et aussi, ça se prononce Tio en chinois, et le mot qui signifie de longue durée, éternelle, qui dure longtemps, etc., se prononce aussi Tio en chinois. Voilà. Alors, vous aurez partout 9 portes. Sur les portes elles-mêmes, il y aura des clous cabochons par série de 9, et c'est un chiffre qui reviendra souvent dans la décoration de la cité interdite. On accède à la terrasse en gravissant des marches qui longent une dalle de marbre. Vous la voyez, elle est au milieu, cette dalle de marbre, sur laquelle sont gravés des dragons. L'empereur est transporté en palanquin, et de chaque côté du palanquin, il y a les porteurs qui, eux, gravissent les marches. Donc, quand on arrive sur la terrasse du haut, là on voit mieux les 3 terrasses de marbre avec des escaliers, et on voit bien les 9 travées. Quand on arrive, voici donc la dalle gravée de dragon, et devant le palais de l'harmonie suprême, ce n'est pas la plus longue dalle, il faut aller un peu plus loin, où il y a une dalle qui fait 16 mètres de long, qui pèse, j'ai oublié le nombre de tonnes, c'est effarant, mais le marbre ne vient pas de Pékin, et ce marbre dans lequel on a sculpté les dragons venait d'une banlieue d'un endroit qui se trouve à 100 km de Pékin. Comment transporter cela? Est-ce que vous le savez? Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Les Chinois ont creusé des puits tous les 15 ou 20 mètres et déversaient continuellement l'eau sur la route. L'eau, bien sûr, devenait de la glace et on pouvait enfin tirer d'un seul tenant cette dalle de 16 mètres de long sur tout le trajet. Alors cette dalle était tirée par des mulets. Quand on arrive en haut de la terrasse, qu'est-ce qu'on voit? Des animaux. Tout est symbole. La tortue en bronze, elle symbolise l'univers, sa carapace ronde symbolise le ciel, son assise plate symbolise la terre. Elle recèle les secrets du ciel et de la terre. Elle est le symbole de la longévité, de la solidité impériale. Ensuite, une grue, symbole de l'impératrice, de la féminité. 18 brûles parfums, qui représentent les 18 provinces de la Chine de l'époque. Il y a aussi un petit édicule en marbre, on n'insiste jamais dessus. À l'intérieur de l'édicule, il y a une mesure à grains
emblème de la justice. Il y a aussi un cadran, que je ne vous montre pas, qui figure la rectitude impériale. Le trône est en bois, de palissandre. Il est adossé à un paravent qui protège des ondes négatives, en palissandre aussi doré. Il y a 7 marches. Le chiffre 7 est symbolique aussi, il représente l'énergie montante. Voici les colonnes, donc elles sont vraiment très grandes. Alors elles sont scellées dans des blocs de béton et elles tiennent le toit. Il y a des chapiteaux qui séparent les colonnes du toit. Les chapiteaux, pas d'un seul clou paraît-il, ils sont faits d'éléments tous emboîtés comme la cité, mais tout est emboîté l'un dans l'autre aussi. Donc ces colonnes sont assez immenses et elles sont gravées avec des dragons, donc certainement 80 dragons, un multiple de 9. En fait, il faut vous attendre à ce que ce soit un multiple de 9. Nous arrivons au palais de l'harmonie. Voilà, le palais de l'harmonie suprême. Non, excusez-moi, parfait. Au centre. Plomb veut dire aussi parfait. Tout ce qui est au milieu est parfait. Tout ce qui est dans le centre est parfait. Donc le palais de l'harmonie parfaite, et on retrouve dans son appellation chinoise le mot plomb. À partir du moment où il y a le caractère zhong, on peut présumer de l'importance de ce lieu. C'est en cet endroit précis que l'empereur, en la personne du ciel, puisqu'il a reçu un mandat céleste, sacralise sa position au centre de la cité, au centre de la cité impériale, qui est elle-même au centre de la ville impériale, qui est elle-même au centre de la ville tout court, et au centre de l'Empire, et au centre de l'univers. Ce lieu est le Saint des Saints. Le trône est placé au milieu, parce que dans les autres salles, il sera placé au fond. Donc là, le trône est placé en plein milieu, juste sous l'endroit où convergent les arêtes fêtières. C'est dans ce palais que l'empereur réalisait le lien le plus sacré entre le ciel et la terre, entre l'espace et le temps. Tous les gestes et actes symboliques y sont exécutés. Par exemple, il prenait connaissance de toutes les formules votives qui seraient déclamées lors de ses visites au temple du ciel, au solstice d'hiver, au temple de la terre, au solstice d'été, au temple de la lune, à l'équinoxe de printemps, et au temple du soleil, à l'équinoxe d'automne. C'est là aussi qu'on offrait au souverain des échantillons des récoltes de l'année. C'est là que l'empereur se concentrait ou se reposait, dans le palais de l'harmonie suprême. C'est écrit, hein? Non, parfait. Alors, salle de l'harmonie préservée maintenant. Alors, nous sommes ici, là, au 6. Hein? Voilà. Et nous allons passer en 8, en 7. C'est le palais de l'harmonie préservée. Là, de grands banquets étaient offerts aux ambassadeurs. Ça veut dire que les ambassadeurs allaient quand même jusque-là. Et aux protégés de l'empereur. C'est là qu'avaient lieu les examens des 3 meilleurs candidats. Les examens, donc l'épreuve ultime. Il n'y en avait que 3 qui passaient l'examen-là, sous le regard de l'empereur. Et c'est une fois reçus, ils devenaient, donc ils avaient des postes administratifs très importants. À cette porte, nous tombons, alors voilà, alors nous sommes ici, et après nous arrivons là, mais nous entrons dans la partie privée et impériale. Alors tout est donc bien rangé. Les empereurs, vers à la fin de leur vie, avaient élu domicile pour ainsi dire en 28. Et tous ces bâtiments portent des noms très très poétiques. Et là, en 25, à peu près en 25 ou en 21, donc il y avait un mur qui séparait donc la partie privée. Je vais vous parler quand même des couleurs en passant, parce que c'est derrière nous tout ça, toutes ces couleurs resplendissantes. Donc le jaune, la couleur impériale, le vert, la couleur du printemps, la couleur de la vie,
le plus haut degré de l'épanouissement, le bleu, la couleur du ciel, la couleur de l'ascension élevée. C'est ça qui frappe surtout l'imagination des visiteurs, ces couleurs éblouissantes. Voici. Peut-être que les couleurs sont un peu forcées là. Donc il y a des chimères, vous voyez, et là on peut présumer que la personne qui occupe les lieux n'est pas d'un rang très supérieur parce qu'il n'y a que 3 chimères. Alors 3 petits animaux mythiques. Derrière on sait que c'est un lion qui surveille tout ça. Et puis à l'extrémité droite, là, il y a un prince qui est sur une poule et on lui interdit de s'envoler parce on lui interdit de s'envoler parce qu'il aurait soi-disant commis quelque chose de pas très bien. Et on l'a mis sur une poule parce que les poules ne savent pas voler. Enfin, c'est une histoire qui... Là, tiens, ça c'est en plus grand, me semble-t-il. Donc seulement 3 chimères, mais le plus c'est 9. Ah, voilà, 9 chimères. Et on voit aussi des lions, des animaux. Il y a beaucoup d'animaux dans la cité interdite. Alors on dit que ce sont des lions, mais on se demande si ce ne sont pas des chiens tibétains. Est-ce qu'on ne confond pas pourquoi le lion comme ça a un grelot, a un collier? Et si c'est un lion, il aurait été considéré. Le lion a été introduit par la route de la soie aux environs de l'ère chrétienne et surtout sous la dynastie des Tang au 8e siècle, offert par les Parthes à l'empereur de Chine, enfin si c'est pendant l'ère chrétienne, excusez-moi, au début sous la dynastie des Han. Mais si c'est un chien tibétain, pourquoi pas? Donc on ne sait pas très bien. Il a un air, il fait peur, c'est exprès, c'est pour protéger la demeure. Hein. Alors vous venez de voir le mâle qui tient l'univers et là la femelle. Donc ces 2 lions-là, ou ces 2 chiens-lions, on les trouve devant la porte qui nous mène vers la partie privée. Et dans la partie privée, il y a un animal qui est bien sûr un animal mythique, mais on dit de lui qu'il sait reconnaître le juste de l'injuste. Et il y a d'autres animaux, protecteurs ou emblématiques, l'éléphant, il y a d'autres animaux. Les dragons, donc là ils sont 9. Alors, il est difficile de parler de l'origine du dragon. Il y a 2 thèses possibles. Il y a très longtemps, quand la Chine était divisée en royaumes, chaque royaume avait son totem. Et quand la Chine a été unifiée, ou quand il y a eu un début d'unification sous les Zhou, au 9e siècle, 11e siècle, aux environs du 10e siècle avant Jésus-Christ, on a inventé un animal dont chaque partie représenterait un des animaux choisis comme totem. Alors, le lion a la tête d'un cheval, il a les serres d'un aigle, il a les écailles d'un serpent, etc. Il a des barbichettes comme je ne sais plus quel animal, etc. Donc, ce mur en un dragon qui est très haut, je crois qu'il fait la hauteur de 2 étages environ. Tout à l'heure je vous ai montré l'endroit où s'était retiré où se retirent les emprunts. Sépare la cité, la partie intérieure de la partie privée. Avec ses couleurs fabuleuses, toujours les mêmes couleurs. Dans la partie privée, il y a un jardin vraiment très agréable, où les arbres exprès s'entrecroisent selon le principe du yin et du yang. Un jardin où la nature n'est pas trop hasard, un jardin fleuri, un jardin où il est très agréable de se promener. C'est le pavillon des 10 000 printemps. Un jardin de rocailles, et quand on a bien parcouru la cité interdite, on est content de se retrouver un petit peu à l'ombre. Parce que la cité interdite n'est pas du tout, il n'y a presque pas de végétation dans la cité interdite elle-même. Alors ça fait partie de la cité interdite, mais c'est la partie arrière. Alors je vais quand même vous parler des résidents. Alors, il y avait bien sûr l'empereur, son épouse, ses enfants et ses concubines. Il pouvait y avoir jusqu'à 12 concubines. Il y avait des eunuques.
j'ai jamais su combien il y avait d'eunuques selon les dynasties en Chine, selon les périodes. Parce que on n'a jamais de chiffres bien sûrs. Alors, j'ai fait une moyenne. Tantôt ils étaient 9000, tantôt ils étaient 1500. Vers la fin, ils étaient évidemment 1500, plutôt 1500 que 9000, donc, que 6000, pardon. Donc, je considère qu'il y avait une moyenne de 6000 eunuques qui vivaient dans la cité interdite et qui étaient au service du roi et des concubines aussi, mais qui, sous la dynastie des Ming, avaient pris un rôle très très important et étaient vraiment au règne du pouvoir et prenaient des décisions politiques. C'était vraiment inacceptable et intolérable, à tel point que le premier empereur Mandchou, quand il a décidé que les eunuques se cantonneraient simplement aux tâches plutôt domestiques, mais ça n'a pas toujours été le cas. La population féminine était composée de concubines et de dames de cour qu'il ne faut pas confondre. Les concubines, c'est une chose, les dames de cour sont au service des concubines. Elles étaient 200 sous la dernière dynastie. Alors, quelles étaient leurs occupations? Elles étaient d'abord surveillées par les eunuques. Ensuite, toutes leurs activités étaient soumises à des rites. Il y avait une façon, par exemple, de plier les serviettes quand l'impératrice prenait un bain. Une façon de tenir le fourneau de la pipe quand l'impératrice fumait. Les concubines, d'une manière générale, s'ennuyaient. Par exemple, la dernière qui est devenue impératrice, a attendu 2 ans avant d'être reçue par l'empereur. Ces 2 ans, et encore c'est rien, puisque d'autres ont attendu toute leur vie. Elle coulait une existence recluse et ne voyait leur propre famille, qu'à travers une grille. Certaines se sont suicidées. Les dames de cour étaient, elles, payées. Elles pouvaient prendre leur retraite. Il y en a qui prenaient leur retraite à 20 ans, parce qu'elles arrivaient en tant que dames de cour, elles pouvaient très bien arriver vers l'âge de 13 ans. De même que les concubines. La dernière impératrice est arrivée, vers l'âge de 15 ans. Mais ces dames de cour n'étaient pas toujours bien traitées. Quant aux eunuques, je reviens sur les eunuques, c'est la misère ou la pauvreté qui poussait parfois les jeunes gens à se faire castrer. Et parfois, c'était les parents qui leur faisaient la mauvaise farce de les castrer, alors qu'ils n'avaient que 9 ans, vous voyez. Donc, c'était dans l'espoir qu'ils puissent entrer dans la cité interdite et puis passer comme un concours et être retenus. Et il y avait, à un moment donné, énormément d'eunuques dans la cité interdite. De toute façon, c'était la population majoritaire de la cité interdite. Et il y avait plus d'eunuques que de dames de cour, que de membres de la famille impériale et que d'administratifs, pour ainsi dire. Alors, le musée, maintenant nous passons au musée. Il ne faut pas s'étonner que cette cité, lorsqu'elle a été récupérée en tant que musée en 1925, contenait des objets magnifiques. D'autant plus que les empereurs mandchous qui voulaient asseoir leur pouvoir et légitimer leur dynastie étaient devenus plus chinois que les Chinois, et si bien qu'ils collectionnaient les antiquités. Donc il y avait énormément d'antiquités dans la cité interdite. Il y a eu un incendie en 1925 ou 26 quand le musée est devenu, justement, quand la cité est devenue musée impérial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses ont disparu ou ont été volées, on ne sait pas. Beaucoup de choses ont disparu. Une parenthèse, j'ai oublié de vous dire que les Mandchous avaient pris comme nom dynastique Qing, qui veut dire pur. Ils sont considérés comme des purs. Les 30 objets qui ont été prêtés par la cité interdite au Louvre ont donc leur part aussi de symbolisme. Ils ont été choisis en fonction de ce qu'ils représentent pour un empereur de Chine, comme par exemple, ils ont été choisis parce qu'ils représentent quelque chose pour les empereurs de Chine, des tablettes funéraires. C'est exposé au Louvre, et c'est la première fois en France qu'on pouvait voir des tablettes funéraires de la dynastie des Ming. Les sceaux impériaux,
mais aussi toutes sortes d'objets qui permettaient à l'empereur d'entrer en contact avec l'ancestralité des empereurs mandchous. Tous les objets qui pouvaient être support de méditation et bien sûr de plaisir esthétique, car Qianlong était un esthète. On y voit aussi reconstituer un trône. Alors le trône que j'ai vu au Louvre était vraiment minable. Pas aussi époustouflant, bien que je n'apprécie pas tellement ce goût-là, des trônes qui figurent dans la cité interdite. Les objets que vous pouvez voir maintenant, qu'on va voir, comme si vous étiez au Louvre, parce que le but de cette conférence, c'est finalement de vous faire visiter cette exposition, puisqu'elle a eu lieu au Louvre. Alors certains y sont allés, mais d'autres n'ont pas pu y aller, donc on se rattrape là maintenant. Alors, donc, tiens, ça réapparaît. Alors oui, c'est un des palais de la partie privée. Il y avait quand même un trône dans la partie privée, parce que l'empereur venait là pour discuter famille, tout simplement. Alors, c'est la partie privée, si, donc voici comment a été meublée la partie privée de la cité interdite, avec sur le côté, je pense en bas, vous avez une espèce de lit, une espèce de cran, c'est-à-dire qu'en dessous, il y a certainement un socle en briques qui était chauffé avec du charbon. Les concubines, j'ai du retard, elles sont liées, les pauvres. Ça, vous pouviez le voir là, au Louvre. Voilà, alors j'en arrive à l'image. Alors, qui est au Louvre aussi, c'est Qianlong. Il fait le catalogue, l'inventaire de tous ces objets précieux qui sont très chers à ses yeux. Et il a fait représenter, enfin il a fait faire par l'un de ses artistes, de ses peintres, un tableau où il y a une mise en abîme. C'est-à-dire que derrière lui, il y a un tableau, mais à ce tableau est accroché un autre tableau où il est représenté. Donc c'est très rare, cette mise en abîme dans la peinture chinoise. En réalité, ce tableau, sauf que c'est Qianlong, existait déjà au XIe siècle, mais il représentait à l'époque un célèbre calligraphe du IVe siècle. Alors Qianlong a demandé qu'on refasse le même tableau, on change peut-être les objets, mais selon ce même principe de mise en abîme. Sauf que c'est lui qui se représente. Donc il a tellement aimé ce tableau qu'il en a demandé 5 copies. J'espère qu'il y en a une copie à Pékin, certainement, puisque ça y est, la cité interdite, et peut-être une à Taïwan, je ne sais pas où sont les autres. Peut-être dans des musées de province, où elles vont être disparues. Alors donc, regardez bien, je ne sais pas, on ne peut pas la voir. Le jeune homme sur le côté va verser, on peut la voir, verse de l'alcool à Qianlong, et regardez bien le vase qu'il utilise. Alors, les organisateurs de l'exposition ont essayé de retrouver tous les objets dont s'était servi Qianlong. Là, on peut voir un petit bronze, on peut voir une coupe en jade, on peut voir certaines choses. Et ces objets qui sont représentés là vont l'être dans des vitrines qui ont l'exposition. Alors, je vais donc regarder bien ça, si je peux, je reviendrai en arrière. Voilà, voilà. Donc, ce vase que vous pouvez voir au Louvre, c'est peut-être le vase qu'avait caressé Qianlong. Vous voyez, je ne sais pas. En tous les cas, il est tenu par le jeune homme. La porcelaine, la fabrication de la porcelaine remonte au 7e siècle en Chine. Pour cela, il fallait, en dehors du feldspath et du silex, utiliser une argile spéciale, le kaolin, qui supportait une cuisson à un minimum de 1250 degrés. Vous savez que le procédé de fabrication de la porcelaine est arrivé au XVIIIe siècle en France, en Europe. En Italie, je crois, je ne sais plus. Non, en Allemagne. Donc, Marco Polo est convaincu de la supériorité de la porcelaine, parce qu'il en avait déjà vu lors de son séjour au début du XIIIe siècle, puisqu'il la compare à une certaine variété de coquillages. La France du XVIIIe va raffoler de ces porcelaines bleues et blanches de l'époque Ming.
confectionnée dans une manufacture impériale, Tingle Jazz. Ce que vous voyez là, c'est une verseuse. Hein? C'est une verseuse, mais on peut voir dans la cité interdite des vases normaux. Dans le Louvre. Alors, autre objet, très prisé par Tianlong, une coupe en jade. Et les caractères qui figurent sur cette coupe n'ont pas été gravés par Tianlong lui-même, mais par un graveur qui a reproduit l'écriture de Tianlong. Et l'écriture de Tianlong, on la retrouve gravée très souvent en Chine, hein, sur des rochers un peu partout. Alors, le jade, c'est du jade, il est presque blanc comme vous voyez. Donc le jade chinois n'est pas le jade que vous connaissez qui vient du Brésil, qui est vert bouteille un peu. C'est de la néphrite importée d'Asie centrale aux couleurs beaucoup plus douces, allant jusqu'au blanc. Que disait déjà Confucius du jade? C'est la pierre chinoise par excellence, hein, le jade. Le jade, c'est doux et lisse et brillant comme l'intelligence. Ses arêtes sont tranchantes mais ne coupent pas comme la justice. Attaché, il reste suspendu face au sol comme l'humilité. On le frappe et il teinte limpide comme la musique. Il ne cache pas ses imperfections, c'est-à-dire toutes les veines qui courent dans le jade. Alors, il ne cache pas ses imperfections qui ajoutent même à sa beauté comme la sincérité. Il renferme de la lumière comme le ciel. Sa ferme substance est née des montagnes et des rivières comme la terre. Donc, à l'époque de Kangxi, on convoitait les objets en jade à l'extrême. Donc, vous avez compris, il est apprécié pour sa dureté, sa sonorité, sa couleur, sa douceur et sa tiédeur. C'est un symbole d'immortalité aussi, puisqu'on le mettait sur la langue des personnes défuntes pour qu'elles vivent éternellement, dans les cas des empereurs, des impératrices. Alors, autre objet très prisé par Tianlong et qui figure sur le petit guéridon, c'est donc le bronze. Ce bronze-là date d'environ du 2e millénaire avant Jésus-Christ, 13e, 14e, 15e siècle. On en trouve même avant du 18e siècle, n'est-ce pas? La fabrication du bronze est très ancienne, mais la Chine n'avait pas à l'époque, elle n'a toujours pas, enfin je sais si elle n'est pas, n'avait pas à l'époque le plomb et le cuivre qui sont nécessaires pour la fabrication du bronze. Donc on allait le chercher dans les contrées avoisinantes en Asie centrale. Le procédé de l'alliage du bronze ne revient pas à la Chine, mais ce que l'on doit à la Chine, et c'est dommage, j'ai oublié de faire, c'est la délicatesse, c'est la finesse des détails. Et j'aurais dû faire un gros plan, parce que les dessins ne rendent pas encore assez bien la finesse des détails. Ça, c'est vraiment typiquement chinois. Alors, ces bronzes servaient donc à des cérémonies rituelles, et bien sûr, pas familiales. Hein. Voici un ensemble des objets qu'on pouvait voir au Louvre. Donc on a parlé des porcelaines bleues et blanches, on a parlé du jade. L'objet en haut, c'est une petite boîte, mais je n'ai pas bien su l'identifier. En haut à droite, c'est le bronze que je viens de vous montrer. Donc je vais vous parler du lac maintenant. Le lac, il y a un objet en lac ici. Et l'utilisation du lac remonte au 2e siècle avant Jésus-Christ. Tous les objets de la vie domestique dans les familles nobles étaient des objets en lac. Un objet laqué a pour nom le lac, et non pas la laque. Le lac est une fine résine d'origine végétale qui est appliquée par couches successives qu'on ponce, qui sont poncées au fur et à mesure. Et ces couches pouvaient être teintées avec des couleurs minérales, en rouge, en brun ou en noir. Voici les objets donc affectionnés Tianlong, mais il affectionnait aussi les peintures, et puis, alors les chevaux. Les chevaux, parce qu'il était d'origine toulousaine, il savait très bien monter un cheval, il allait à la chasse, c'était son sport favori, et Castiglione était dans les parages. Et Castiglione savait très bien peindre, donc c'est une œuvre de Castiglione, mais qui est
la propriété de la cité interdite. Alors Castiglione a fait également un grand rouleau avec 100 chevaux, mais je crois que ce grand rouleau avec 100 chevaux se retrouve au musée de Taïwan. Il n'était pas partie de la cité interdite aujourd'hui. Mais on a en revanche des tableaux de ce genre, des représentations de ce genre. Alors Qianlong donc a posé ses sceaux, et il n'y avait pas que Castiglione qui savait bien peindre, il y avait aussi d'autres jésuites. Alors ce sont les œuvres attirées du jésuite attiré. Donc cette peinture a influencé à son tour la peinture chinoise, avec l'observation de l'ombre et de la lumière, un petit peu d'ombre portée aussi. Et donc le Louvre regorgeait de ces représentations-là. Il y avait aussi des œuvres picturales qui faisaient partie de la collection de Qianlong et qui ont été prêtées par la cité interdite, comme cette tortue qui crache des vapeurs éternelles. Alors, un connaisseur, je ne me suis pas penchée sur la question, mais il est fort possible que les sceaux soient de Qianlong. Et vous auriez pu voir à la cité au Louvre une représentation de Qianlong lui-même jouant du luth, parce que c'était aussi un musicien. Donc luth à cette corde qui est exposée au Louvre, vous voyez, je m'y crois encore, qui était exposé au Louvre. Un luth qui n'est pas de l'époque de Qianlong, qui est des Ming, donc un peu plus ancien, avec 7 cordes. Alors là, c'est plus le procédé de la peinture chinoise traditionnelle, avec le vide et le plein qui est quand même observé. Ah, je vais passer à tout à fait autre chose, ça va peut-être vous surprendre, mais c'était aussi exposé au Louvre. Donc, à quoi ressemblait un vêtement manchou d'homme? Pas du tout un vêtement chinois. Il y a un haut et en bas une jupe. Pourquoi une jupe? Parce que les manchous montaient à cheval, avec des fentes aussi, pour mieux monter à cheval. Donc les vêtements impériaux étaient constitués d'une pièce supérieure, descendant jusqu'aux hanches, et après d'une jupe. Et les manches sont en forme de sabot de cheval. Donc, sous les Ming, on ne s'habillait pas du tout comme ça. Voilà, sous les Ming, c'est l'empereur Yongle, le 3e empereur de la dynastie. Ce sont des robes larges et très amples. Eux ne montaient pas à cheval. La tenue des soldats mandchous, qui est assez époustouflante, ils étaient répartis selon 8 bannières. Ces bannières militaires servaient aussi de bannières administratives. Et c'est incroyable cette recherche aussi dans les couleurs, avec des liserés et des couleurs. Enfin, la couleur des liserés fait écho à la couleur des vêtements en eux-mêmes, vous voyez. Donc tout cela est exposé aussi, a été exposé au Louvre. Alors, les femmes maintenant, les robes, donc il y avait quand même des robes qui étaient exposées et qui convenaient mieux quand même à l'éternel féminin. Voici une. Et cette robe, à mes yeux, très révélatrice de la part de génie, des Chinois. Elle allie l'harmonie des couleurs, la rectitude de la coupe, la rectitude et la simplicité de la coupe, car il n'y a presque pas de couture, vous voyez, et en même temps l'élégance. Alors tous les signes qui sont représentés signifient longévité, sur le côté et en bas. Et puis aussi une certaine adresse, on dit que les Chinois sont très adroits, mais quand même il faut une certaine dextérité pour planter l'aiguille comme ça et broder de cette manière. Alors je ne voudrais pas terminer cet exposé sur une remarque d'ordre vestimentaire, bien sûr, mais quand même à travers une robe on peut voir appliquer les principes d'harmonie et de correspondance de ce que recherche l'esprit chinois.
les valeurs que j'ai dégagées au cours de cet exposé, à travers une œuvre architecturale, il paraît qu'une création de mode, c'est aussi une architecture, à travers une œuvre architecturale qui sont des valeurs d'harmonie, d'équilibre, de juste milieu, font leur chemin dans les esprits, font leur chemin à travers les générations. Castiglione en a fait le thème d'une de ses peintures. Je vais vous la montrer. Et cette peinture, alors voilà, la voici. Donc elle est exposée au Louvre. Et donc elle représente à droite Qianlong et à gauche son père Yongzheng. Alors le grand-père c'est Kangxi, il n'est pas là. Voilà. Il y a, donc on peut remarquer que Yongzheng, le grand-père, remet à son petit-fils un rameau de fleurs de prunus. Donc les fleurs de prunus sont aussi revêtues d'une valeur symbolique. Elles représentent l'endurance au cœur de l'hiver parce que les fleurs de prunier sont les premières à fleurir rouges sur fond de neige blanche. Donc il remet à son petit-fils une fleur de prunus. Et donc lorsque Qianlong a reçu ce tableau des mains de Castiglione, il a été profondément ému. Il a été en 1782. Je crois que Castiglione est mort en 1786, pas très longtemps après, mais avant Qianlong. Alors on ne voit pas les sceaux, mais ils y sont. Ah oui, on les voit, on les voit. Non, on ne les voit pas, parce que c'est une image qui nous trahit, mais ils y sont. Qianlong a posé ces sceaux. Donc, transmission aussi des savoirs, à quoi sert cette effervescence que je viens de vous citer, mais elle sert à transmettre les savoirs. Les jésuites ont joué leur rôle, les empereurs chinois ont joué leur rôle, et cette peinture même est un compromis artistique entre le réalisme occidental et le spiritualisme de l'art chinois. Et que le Louvre, lieu de transmission, ait décidé d'honorer cette symbiose entre l'Orient et l'Occident, entre la Chine et nous, cela finalement n'a rien d'étonnant. Voilà, je terminerai sur ces paroles. Non, il remet, regarde. Alors, non, je ne parle pas des bambous qui ont aussi une valeur symbolique. Oui. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, j'avais pas envisagé que vous ne puissiez pas. Alors pourvu qu'il n'y ait plus jamais d'incendie, plus jamais de vol, plus jamais de détournement. Pensez à la et tout, oui, parce que pourquoi? Parce que une bonne partie sortait. Il reste quand même pas mal de choses intéressantes en Chine. Si vous avez quelques questions, mais je ne suis pas une spécialiste de la Oui. J'ai entendu l'autre jour une conférence sur Sun Yat-sen, donc ça m'a rappelé tas de choses que j'avais bien oubliées. Je crois que ce serait bien quand même de rappeler qui étaient les Mandchous par rapport aux Han, parce que Sun Yat-sen était très anti-Mandchou. Les Mandchous, alors je n'ai pas eu d'insister parce que c'est un peu délicat cet exposé. Il y a d'abord eu, alors justement j'ai fait un bref rappel en bas d'un plan, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Il faut bien se dire qu'il y a eu les Mongols d'abord, sur toute la Chine, parce qu'ils ont envahi progressivement, sur toute la Chine de 1279 à 1368, les Mongols. Ensuite, les Chinois, les Ming, les Chinois, les Han.
de 1368 à 1644. Mais c'était une dynastie vers la fin corrompue. Et les Mandchous ont envahi petit à petit aussi la Chine. Les Mandchous étaient des Tungus, un peuple d'Asie centrale, des guerriers, des combattants, et qui sont arrivés, qui ont envahi progressivement la Chine, 1644 aussi. Hein, voilà. Donc ils se sont installés au pouvoir en 1644, les Mandchous. Ils ont donc chassé. Et le dernier empereur Ming, qui était l'occupant de la cité interdite, a bien compris ce qui lui arrivait et s'est suicidé sur la colline de charbon derrière la cité interdite. Cette colline qui est artificielle, mais qui avait pour but de protéger la cité interdite des vents du Nord. Voilà. Donc il avait horreur des Mandchous qui n'étaient pas chinois. Et les Mandchous, au XIXe siècle, étaient quand même assez corrompus. Ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait peut-être s'initier aux sciences, parce qu'ils étaient restés vraiment très littéraires et très traditionnalistes, etc. Donc il y a eu et puis ils ont été mis à mal par les Occidentaux. Donc Sun Yat-sen, premier président de Chine, en 1910, et il est mort en 1924 ou 25. Un an après, Lénine est mort en quelle année? Donc un an après, 1924. Il est mort trop tôt. Il avait un vaste programme pour remettre sur pied la Chine, mais il est mort trop tôt. Et il s'était appuyé sur les Russes, sur les Soviétiques, enfin, Borodine, etc. C'était pas appuyé, mais il avait fait venir des experts pour prendre des idées. Oui, le père de la révolution chinoise, oui. Et que personne ne renie, ni les Chinois de Chine populaire, ni les et encore moins les Chinois de Taïwan. Et qu'on oublie un petit peu, parce qu'on aurait pu fêter son inné, et on aurait pu fêter quelque chose dernièrement, l'anniversaire le centenaire de 1911. Oui, c'est ça, de la République, et l'évoquer davantage. Sun Yat-sen? Il y a eu plein. Est-ce qu'on a... Oui, on a parlé de Sun Yat-sen. Oui. Ah oui, alors justement, c'est intéressant que ce soit Marie-Claire Bergère, elle a fait de recherches très approfondies sur Sun Yat-sen. En quelle année? Je ne l'ai pas vu. Vous savez que quand a éclaté la révolution en Chine, 1911, il n'était pas sur place, c'était aux États-Unis. Il a accouru. C'était un globe-trotteur, il recueillait des fonds alors partout, à travers le monde, pour recueillir des fonds auprès des Chinois d'outre-mer. Et... c'est possible, j'ai oublié. Donc j'ai voulu aussi, bien sûr, on n'a pas vu. Le but c'était le but de cet exposé était la cité interdite, en rapport avec l'exposition qui a eu lieu. On aurait pu faire du tourisme aujourd'hui, mais j'ai voulu la placer dans un contexte plus large et aussi expliquer un petit peu qu'est-ce qui a présidé à la construction de la cité interdite. Voilà. Donc il est 18h30, c'est pas 19h30?
呀，那个小叶是故宫的专家。不是，原来我现在他没退休前是啊。别说我都没印象了，是吧？退休之前是。